ce qui se passe sur le plan physiopathologique lorsqu'on a affaire à ce genre d'environnement. Donc, on va parler des variations de pression qui peuvent nous entourer dans le cadre professionnel et donc avoir un effet sur l'organisme qui est exposé. Alors, si on veut parler de variation de pression dans ce cadre, ça veut dire qu'on a affaire à un milieu de travail qui s'appelle le milieu hyperbare. Et à partir du moment où on parle d'hyperbarie, on va être obligé d'avoir des notions sur ce que c'est que la pression atmosphérique et comment elle peut se transformer en quelque chose qui peut être néfaste pour les organismes qui y sont exposés. On parle d'hyperbarie, mais il y a aussi le côté inverse, où les pressions sont beaucoup plus légères et ça entraîne aussi des effets sur les organismes. C'est une partie du cours qui vous sera dispensée par le professeur Liani lorsqu'elle parlera de l'altitude et des effets de l'altitude sur les organismes. Donc là, si vous voulez, cette première introduction est valable pour les deux parties de ce chapitre. Alors, la pression atmosphérique, on constate qu'elle varie en fonction de la hauteur ou de la profondeur à laquelle un organisme ou un objet se trouve. On constate qu'elle diminue avec l'altitude et qu'elle augmente avec la profondeur. Ce sont presque des lapalissades. On a l'habitude de lire ou de voir cette notion quand on grimpe et qu'on fait de l'escalade au niveau des montagnes. On parle de diminution de la pression atmosphérique. Et lorsque les gens font des plongées sous terre ou sous l'eau de mer ou des océans, on parle d'une augmentation des pressions. Ça veut dire que, au risque de se répéter, plus on s'élève dans l'atmosphère, moins il y a d'air au-dessus des objets ou des organismes. Et donc, le poids va être proportionnellement en adéquation avec cette élévation dans l'atmosphère. Et donc, on aura moins de pesanteur, de poids sur les corps et sur les objets. Donc, il y a moins d'air au-dessus du niveau de 12 km qu'il y en a au niveau de 5 km. C'est la logique. Et donc, la pression est plus grande au niveau de 5 km qu'au niveau de 12 km. C'est ce qui donne ces effets de variabilité de la pression atmosphérique autour de nous. C'est illustré par ce schéma, vous le voyez, qui vous donne les différentes pressions à des niveaux différents de la colonne d'air que l'on prend. On voit bien qu'on prend la même colonne et que les surfaces, lorsqu'on calcule la pression à ce niveau-là, elle est répartie également sur toute la surface et on voit qu'elle diminue en s'élevant et qu'elle augmente en descendant vers la surface, puis elle augmente encore en allant vers la profondeur du niveau de la mer. Alors, pour bien comprendre ce qui peut se passer sur un organisme qui est soumis à l'hyperbarie ou à l'hypobarie, à la limite, on peut utiliser ce terme même si on parle plus d'altitude que d'hypobarie, on va avoir affaire à des forces et l'une de ces forces s'appelle la force pressante et on va la mettre en évidence, si vous voulez, par des manipulations physiques. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vous rappeler des notions de physique du lycée pour pouvoir se remémorer ce que les forces en présence peuvent entraîner et le comportement de l'organisme et des différentes parties qui constituent un organisme vivant vont subir. Alors, pour sa mise en évidence, on gonfle un ballon de baudruche
comme le ballon de jeu d'un enfant, là, les ballons, et on le ferme, puis on le met sous une cloche et on fait le vide autour de ce ballon et on va constater physiquement ce qui se passe. En entourant ce ballon de vide, on va remarquer que le ballon de baudruche va se gonfler pour essayer d'occuper tout ce qu'il a comme espace autour de lui. Et au fur et à mesure qu'on fait le vide, le ballon, lui, se gonfle. Et on peut, en ayant mis un manomètre, on peut trouver la valeur de la pression qui est indiquée. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce phénomène physique qui se passe pendant ce type d'expérience? C'est qu'en fait, le gaz qui est contenu dans le ballon de baudruche va agir sur les parois du ballon. Et un gaz qui est renfermé dans un ballon tend à repousser les parois élastiques de ce ballon et de se distendre. En fait, un gaz essaye d'occuper tout l'espace qui est mis à sa disposition. Et pour ce faire, les molécules de ce gaz vont se balader et s'entrechoquer et aller cogner contre la paroi du ballon de baudruche pour essayer d'occuper tout l'espace. Et cet effet chaotique de ces molécules qui vont se cogner et cogner les parois va donner naissance de l'énergie qui est modélisée sous forme de force, et c'est ça que l'on appelle la force pressante. Alors, si on regarde au microscope un gaz, il est constitué de molécules, et ces molécules vont être dans des mouvements perpétuels. Et en fonction de l'espace qui leur est offert, elles vont se déplacer à plus ou moins grande vitesse dans toutes les directions, et leur mouvement va entraîner l'apparition, si vous voulez, de force, et c'est ce qui est décrit au niveau macroscopique de l'expérience physique que l'on vient de voir. Par définition, un gaz est quelque chose d'expansif, sauf si on entraîne une compression. Vous avez vu, on peut compresser un gaz jusqu'à le rendre liquide. C'est ce qui se passe, par exemple, pour le gaz qui est extrait naturellement des entrailles de la Terre. On peut l'acheminer sous forme de gaz, mais on peut aussi lui faire subir des pressions au point de le rendre liquide et de le transporter dans des tankers qui sont des bateaux que l'on appelle des méthaniers, dans lesquels on peut transporter des gaz sous forme de ce gaz transformé sous forme liquide. Et donc, la résultante des chocs entre les molécules d'un gaz entraîne la formation de cette force pressante que mathématiquement, on va essayer de représenter par un vecteur. En tout cas, si l'on généralise les choses, on peut dire qu'un fluide est constitué de particules en mouvement, et un fluide exerce une force pressante sur les parois du récipient qui le contient. C'est ce qu'on retire de cette expérience et de cette vision de l'évolution de ces fluides. Le fluide peut être un gaz comme il peut être un liquide. Les caractéristiques de cette force pressante, donc, sont que les 4 éléments suivants. Le point d'application, par définition, on choisit le centre de la surface pressée. Il a une direction, elle est perpendiculaire à la paroi pressée, et on lui donne un sens, elle est orientée du fluide vers la paroi. Et elle s'exprime en une valeur qui s'appelle le newton. Voici le schéma qui vous représente le résumé, si vous voulez, de ce qu'on vient de dire. Lorsqu'on met un récipient contenant un gaz
et il est enfermé dans un système. Voilà comment on représente mathématiquement la force exercée par le fluide sur la membrane élastique. C'est important de savoir ça parce que une fois qu'un corps comme celui d'un être humain ou d'un animal est exposé à ce type de force, il va y avoir des réactions et des comportements des différents compartiments de cet organisme. La cellule, les fluides, les différents organes qui sont soit remplis d'air, soit remplis de liquide, tout ça va subir ce type de force et donc avoir une réaction qui sera à l'équilibre jusqu'à un certain point, mais à la rupture de l'équilibre, il peut y avoir des problèmes de pathologie qui vont s'installer ou d'accidents sur les organes qui subissent ce type de pression. Alors, la mise en évidence de la pression elle-même, par convention, on raccorde différentes seringues pour faire l'expérimentation pour rendre visible, si vous voulez, la pression. On va faire l'expérimentation physique en raccordant différentes seringues, renfermant de l'air à un manomètre. Et on va pousser le piston et on va voir l'aiguille du manomètre qui va bouger. Puisque le manomètre mesure la pression, il va mesurer la poussée qui est exercée par le doigt sur le piston de la seringue et illustrer l'existence de cette pression. Voici le schéma que vous pouvez, qui vous résume l'expérience. En poussant le piston de la seringue avec le doigt, on verra l'aiguille du manomètre bouger et nous indiquer la pression que l'on est en train d'exercer sur ce piston. C'est exactement l'illustration de ce qui peut se passer pour un tympan, par exemple. Si on fait subir à l'oreille une pression plus grande que celle qui est à l'intérieur, on peut avoir des déformations du tympan. Et ces déformations du tympan, si on dépasse le point de rupture, il peut y avoir un éclatement du tympan. C'est vraiment pour l'illustration de ce qui peut arriver à des organes au niveau de l'organisme de travailleurs qui sont exposés à ce type de pression. Alors, la pression d'un gaz, on prend la valeur F de la force pressante qui est exercée par un fluide sur une paroi et la surface S dépend de la pression du fluide. Il va y avoir entre ces trois éléments une équation qui va nous permettre de définir la pression d'un fluide par la relation qu'il y a entre ces trois éléments et la pression est égale à la force sur la surface. La force est exprimée en newton, la surface en mètres carrés et la pression en pascal. Et à partir du moment où vous avez des liens entre ces trois éléments sous forme d'une équation avec un dénominateur et un numérateur, les variations du numérateur ou du dénominateur vont s'exprimer sur la pression. C'est exactement comme dans n'importe quel rapport, si les numérateurs et le dénominateur augmentent ensemble, la pression va rester constante. Si la force augmente et la surface reste inchangée ou diminue, vous allez avoir une augmentation de la pression. À l'inverse, si la surface augmente et la force diminue, vous allez avoir une diminution de la pression. C'est le rapport mathématique entre les trois éléments de cette équation. Et c'est exactement ce qui peut arriver lorsqu'on est exposé à une pression. Si la surface augmente, la pression diminue. Si la force pressante augmente, la pression augmente. Si la force et la surface augmentent dans les mêmes proportions, ce que je viens de dire, et en même temps, la pression elle reste constante. C'est des éléments qui sont importants parce que vous verrez quand on parlera de travail concret, c'est-à-dire que des gens sont exposés à des variations de pression, on doit calculer
le système de pression dans lequel on va les mettre pour éviter que leurs organes ne subissent des dégâts ou qu'il y ait des phénomènes qui vont entraîner des accidents de plongée ou des accidents en altitude. Alors, la pression atmosphérique sur une surface donnée est la force de l'atmosphère sous-jacente qui exerce en raison de son poids par unité de surface. Ce que l'on vient de dire de façon technique, mathématique, s'applique à ce qui nous arrive à la surface de la Terre. Parce que quand on parle de pression atmosphérique, on est dans l'environnement dans lequel évoluent les êtres et les objets. Elle est donc égale au poids de la colonne d'air verticale qui s'étend de la surface en question à la limite supérieure de l'atmosphère. L'on appelle troposphère. Y a-t-il un problème avec l'un de vos camarades? Docteur Bois bâche toujours qui n'arrive pas à se connecter. Tous les autres, c'est bon? Normalement, ils sont là. Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Elle est peut-être revenue. Attendez, 2 secondes. Accepter. Et donc, que c'était des éléments qui sont étudiés dans le cadre de l'atmosphère qui nous entoure. Alors, comment on peut la mesurer, cette pression atmosphérique? On va d'abord parler de l'unité de mesure de la pression. L'unité de mesure de la pression est le pascal. Vous en avez tous entendu parler au moins une fois, en regardant la télé ou en écoutant la radio, quand on vous fait comment on appelle ça, les informations sur le temps qu'il va faire, on utilise ce type d'unité. Et donc, le pascal est donc l'unité de mesure de la pression. Et c'est le nom du scientifique qui a découvert la formule de ce qui se passe en matière de pression au niveau de la Terre. Un pascal est égal à 1 newton par mètre carré, où le newton est l'unité de mesure de la force, comme on l'a vu dans la formule il y a quelques dias. On voit que le pascal représente bien une force par unité de surface, c'est-à-dire une pression. La formule P égale S sur F sur S. F sur S. F sur S. Alors, il y a aussi, par convention, dans le monde entier, on utilise la même chose, l'unité légale de la pression, qui est la définition donc légale du symbole du pascal, de la pression, sous forme que l'on représente par le symbole P, grand P, petit a. C'est donc la pression qui est exercée par une force pressante de 1 newton sur une surface plane de 1 mètre carré. Donc, par convention, on a décidé que c'était comme ça. Et donc, tout le monde se réfère à cette définition légale de la pression. On emploie couramment d'autres unités que vous pouvez retrouver soit dans le langage de l'information sur le temps, soit dans les écrits que vous pouvez avoir à lire dans ce cadre-là. On utilise aussi le bar, et un bar est égal à 10 puissance 5 pascal, et l'hectopascal, qui est égal à 10 puissance 2 pascal, qui est égal à 1 millibar. Ce sont des unités qui sont employées indifféremment les uns des autres. L'essentiel, c'est de savoir à quoi ça équivaut. Mais le plus courant et qui facilite les échanges, c'est le bar. On parlera plus de bar que de pascal. La pression atmosphérique terrestre est constituée d'un mélange gazeux, c'est ce qu'on respire. L'air est donc formé essentiellement de dioxygène et de diazote, plus d'autres éléments. La pression de l'air qui nous entoure, elle s'appelle la pression atmosphérique, que vous connaissez. Vous connaissez, dans le cadre, comment dire ça, du langage de tous les jours, mais en fait, on s'y réfère parce que des métiers nous amènent à subir des pressions beaucoup plus importantes que la pression atmosphérique. Et du coup, on avait besoin d'une référence de base, qui est donc la pression atmosphérique, et ensuite pouvoir
évoluer dans les milieux tels que la montagne ou la mer et le sous-marin. Donc, la pression de l'air qui nous entoure s'appelle la pression atmosphérique. Cette pression avoisine le 1 bar au niveau du sol, soit en météorologie, quand on utilise le pascal, on parlera de 1000 hectopascales. Le 1000 fois un hectopascal. C'est la pression atmosphérique. Et la valeur de la pression atmosphérique normale est de 1013 hectopascales, que l'on nomme aussi une atmosphère, qui est égale à 760 mm de mercure. Et je vais vous donner le schéma, enfin l'histoire, comment on en est arrivé à exprimer aussi l'atmosphère en millimètres de mercure. Enfin, vous voyez toutes les conversions qu'on peut faire en parlant de 1,013 10 puissance 5 pascal ou de 1,013 bar. Donc, c'est en gros, une atmosphère est presque égale à un bar, si vous voulez. La pression atmosphérique diminue avec l'altitude, je vous l'ai déjà dit, je le répète quand même. Et c'est plusieurs scientifiques savants du XVIIe siècle qui ont mis en évidence cette pesanteur de l'air. On a l'impression quand on dit c'est léger comme l'air, ça pèse rien comme l'air. En fait, non, l'air a un poids. Il a un poids et c'est un poids qu'on utilise aujourd'hui comme référence et qu'il est important pour nous, pour vivre correctement sur la surface de la Terre, qu'il y ait ce poids-là. Quand ce poids-là devient plus important, on a des problèmes que quand on est dans les profondeurs de la mer ou de la terre. Et la même chose, quand ce poids devient moins important, on peut aussi avoir des problèmes à cause du fait que ce poids-là, qui nous permet de vivre normalement, que notre physiologie se comporte, notre corps évolue normalement, on doit être à la hauteur de la pression atmosphérique à la surface de la mer et de la terre. Donc, en 1647, naît le premier instrument de mesure de pression atmosphérique. Et l'Académie des sciences va lui donner un nom, le baromètre. La mesure de la pression du gaz, elle se fait par un manomètre, et le manomètre utilise comme principe de fonctionnement la déformation d'une paroi métallique. Les différents types de baromètres que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le commerce, sur des appareils, dans tout ce qui a à faire avec la pression, c'est l'histoire d'une colonne de liquide. On aura la variation de la résistance électrique d'un matériau, entre autres, il y a des espèces de cristaux qui, quand ils sont exposés à de l'électricité, vont se déformer. Et quand on les déforme, ils produisent de l'électricité. Et c'est pour ça que c'est ce type de matériaux qui sont utilisés dans les baromètres, les manomètres, etc. Parce que, en fonction de la pression qu'ils subissent, ils vont se déformer. Et ils peuvent, en se déformant, créer de l'électricité qui va pouvoir nous donner ce déplacement d'une aiguille à laquelle ils sont reliés, et on pourra lire la mesure de la pression. Alors, on a plusieurs types de manomètres. Il y en a qui sont dits absolus, d'autres sont dits relatifs. Ceux qui sont dits absolus, ils vous donnent la pression du gaz par rapport au vide qu'il y a autour dans la petite machine, si vous voulez. Et les relatifs, eux, vont vous donner la différence de pression qu'il y a entre le gaz et la pression atmosphérique. Donc, l'un absolu se réfère au vide, l'autre relatif se réfère à la pression atmosphérique. Et à partir de là, on a créé plusieurs variétés de moyens et d'outils de mesure qui aujourd'hui servent dans une multitude d'éléments qu'il y a autour de nous.
Les baromètres mesurent la pression atmosphérique. Ce sont donc des manomètres absolus. Ils suivent les jours. La pression de l'air et la pression de l'air varie. D'ailleurs, il y a des maisons où les gens accrochent un baromètre et ils regardent est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce que c'est avec ce système-là qu'on peut suivre le temps, quel temps il va faire. Lorsqu'il fait beau, la pression est haute, on appelle ça un régime anticyclonique. Et lorsqu'il pleut, la pression diminue, on appelle ça un régime de dépression. Et ce sont deux mots que vous avez dû entendre quand on vous fait quand on vous donne les informations sur le temps qu'il va faire tous les jours avant le 20h ou après le 20h, par exemple. Ceci est le schéma de l'appareil qui a été créé par Torricelli pour mesurer la pression atmosphérique. Il prend un bac de mercure qui subit la pression atmosphérique puisqu'il est à couvert, il est à découvert, et il plonge un tube à essai dans ce bac, et il s'est rendu compte, quelle que soit la manière dont il le fait, quand il respecte les éléments bac de mercure, quelle que soit sa taille, et un tube à essai, la colonne de mercure qui s'élève va à une hauteur de 76 cm. Voilà. C'est pour ça qu'on a les millimètres de mercure dans la mesure de la pression. Et donc, vous avez différents schémas que vous retrouvez dans les documents qui parlent de la découverte de la mesure de la pression atmosphérique. Donc, 76 cm ou 760 mm de mercure. Ça vous rappelle les tensiomètres à colonne de mercure. C'est basé sur le même système. Le fait que le mercure peut s'élever quand il y a du vide et qu'on inverse les tubes, et on peut ainsi faire une multitude d'applications grâce à ces découvertes. Donc, on peut, à partir de là, ajouter à ce baromètre un système mécanique ou électronique d'enregistrement automatique, et on va avoir des données sur plusieurs moments de la journée, voire plusieurs jours de suite, et on appellera ce système un barographe. Les pressions les plus fortes sont enregistrées en temps de froid. Les records ont été enregistrés, et celui qui reste à ce jour le record absolu, c'est celui qui a été enregistré en Sibérie, où on a noté une pression de 1083,8 hectopascales un certain 31 décembre 1968. Il faisait donc très très froid, puisque c'est en temps froid que les pressions les plus fortes sont enregistrées. Alors après, on a pu créer une multitude d'autres types de baromètres. Je vous en décris quelques-uns avec des principes de fonctionnement où on a ajouté tel ou tel élément qui peut nous permettre de gérer, de connaître la pression atmosphérique qu'il y a et de juger du temps qu'il va faire. Par exemple, les baromètres anéroïdes qui sont le type que l'on utilise dans les maisons. Le truc que vous achetez dans le commerce et que vous installez dans votre salon ou dans votre cuisine et qui vous donne les prévisions du temps. Il va faire beau, il va pleuvoir, etc. Alors, je reviens sur les unités de mesure parce qu'il faut pouvoir se familiariser avec ça. Elles vont être souvent utilisées. La mesure se fait donc par l'hectopascal ou en millibars. L'échelle de graduation peut également afficher des pressions en millimètres de mercure. C'est toujours les mêmes unités qui sont utilisées. Après, il faut regarder le choix de celui qui a fabriqué le baromètre pour que vous puissiez avoir la notion de la mesure de pression qui est faite par votre baromètre. Voici le schéma d'un baromètre anéroïde
qui est très beau. C'est vraiment un ancien style. L'image m'a plu. Et vous pouvez trouver plein d'autres modèles, évidemment. Il y a une particularité quand on veut utiliser ce type de baromètre comme un altimètre. À partir du moment où on l'appelle altimètre, ça veut dire que c'est pour mesurer les pressions en altitude. On lui donne une forme appropriée puisqu'il faut le mettre dans le tableau de bord d'un avion. Cet instrument va mesurer l'altitude car la pression atmosphérique dépend aussi de l'altitude, comme je vous l'ai dit tantôt. On peut ajouter à ce baromètre un système mécanique ou électronique qui va nous permettre d'enregistrer automatiquement les données et on aura un barographe pour les altitudes. Alors, l'appareil le plus utilisé pour la mesure de la pression atmosphérique est le baromètre anéroïde. Les meilleurs modèles sont en réalité constitués de plusieurs boîtes empilées, c'est-à-dire qu'on affine la mesure en multipliant, en mettant le système en série, si vous voulez. Et le mouvement de ce système va être amplifié, transmis à une aiguille qui va permettre de regarder sur un cadran son déplacement avec la graduation qu'il y a sur l'écran et vous pouvez lire l'augmentation ou la diminution de la pression atmosphérique et ça vous permet aussi de juger en ayant une courbe. Il y a des systèmes avec lesquels on peut vous donner une courbe pour juger de l'augmentation ou de la diminution de la pression. Ce sont je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter comment on appelle ça, un office ou un centre où se font les prévisions météorologiques, ou si vous avez eu l'occasion de regarder un documentaire ou autre chose sur des chaînes de télévision où on vous montre ces centres de récolte de l'information sur le temps, sur le climat, et vous avez plein d'appareils qui vous donnent des courbes avec des aiguilles. C'est à peu près le même genre de courbe qu'avec un électrocardiogramme ou qu'avec un sismographe. C'est-à-dire qu'on transmet à une aiguille qui va faire un dessin en forme de courbe sur du papier millimétré et on peut analyser par la suite et transformer les informations pour grand public, pour les donner au niveau des informations sur le temps qu'on peut donner aux infos. Alors, les mesures se font donc en millimètres sur la colonne de mercure. Vous pouvez trouver une autre unité qui s'appelle le torr, qui est l'équivalent de 1 sur 760 d'atmosphère, soit 1,333 baryes. Je reviens, vous avez la possibilité de lire toutes ces unités dans les références bibliographiques au système de mesure de la pression ou dans les cours de physique, si vous avez envie de vous rappeler tout ça. Mais traditionnellement, c'est le Pascal, c'est le bar et l'atmosphère qui sont utilisés. Alors, pour illustrer ce qui se passe exactement de la même manière que l'on est soumis à une colonne d'air, on peut être soumis à une colonne d'eau. Donc, si vous avez eu l'occasion de faire de la natation, par exemple, vous avez dû plonger dans une piscine et vous avez des sensations particulières. Est-ce que quelqu'un peut me les décrire, par exemple? Ça gonfle dans les oreilles. Ah, et ça fait mal dans les oreilles. Eh ben, c'est justement parce qu'il y a des déformations du tympan à cause des différences de pression entre l'intérieur du tympan et l'extérieur du tympan. Moi, j'ai vécu une époque où les avions n'étaient pas très bien pressurisés et en altitude, on avait exactement le même phénomène, sauf que dans les avions, à l'époque, on nous donnait un bonbon à sucer. Et en suçant le bonbon, on équilibre un petit peu les pressions des deux côtés du tympan pour ne pas avoir mal. Alors imaginez, si vous poussez ce phénomène jusqu'à la rupture,
la douleur devient insupportable et le tympan peut être endommagé. Donc, c'est exactement la description que je vais vous faire avec l'histoire de la piscine. Lorsque vous plongez dans une piscine, vous allez sentir donc une pression qui va en s'amplifiant à fur et à mesure que vous allez vers le fond de la piscine. L'eau, donc, a un poids. Et plus la quantité d'eau au-dessus de votre tête va augmenter, plus la pression va devenir importante. Les forces qui vont s'appliquer de part et d'autre de votre corps, et en particulier de part et d'autre de certaines parties de votre corps, telles que les tympans, vont entraîner ces douleurs au niveau des oreilles. C'est ça l'illustration de phénomènes physiques qui se passent et que l'on doit se remémorer et qui sont démontrés physiquement pour pouvoir ensuite parler de toutes les pathologies qu'on va retrouver chez les travailleurs qui sont exposés à des variations de pression. Donc, on peut avoir très mal aux oreilles à cause de ce phénomène. L'atmosphère est un peu comme une immense piscine. Voilà. Ce qui se passe avec l'eau, qui est un cadre bien déterminé que vous voyez, se passe exactement de la même façon avec l'air. Et donc, nous vivons au fond d'un grand océan d'air. Et en fonction de l'altitude ou de la profondeur que nous prenons par rapport à la surface de la Terre et de la mer, on va avoir des variations de pression qui peuvent s'exercer sur notre corps et entraîner des problèmes de santé par la suite. Évidemment, quand il s'agit de l'air qui est beaucoup plus léger que l'eau, qui est beaucoup moins dense, le poids, on parle toujours de poids tellement léger qu'on ne le sent même pas. Si ce n'est les variations, on ne saurait pas qu'on est sous pression. Et pourtant, on est sous la pression d'une atmosphère. De la même manière, quand c'est de l'eau, ça devient lourd et la pression augmente et on peut avoir ainsi des variations qui peuvent entraîner des problèmes au niveau des différentes parties de notre corps. En tout cas, l'atmosphère, ce qu'il faut retenir, c'est que l'atmosphère exerce en moyenne un poids de 1033 grammes sur chaque centimètre carré de surface du sol. Et nous faisons partie de ce système où cette pression nous est aussi appliquée. Alors, dans le liquide, on va voir comment les déformations se passent. Ce qui se passe pour le tympan dans l'air ou sous l'eau de la piscine est important à connaître puisqu'on a des métiers qui se passent dans des milieux en hyperbarie. Alors, on va faire une petite expérience pour bien voir comment la pression s'exerce quand on est dans un liquide. On va mettre en place un dispositif expérimental. C'est une capsule qu'on va plonger dans le liquide et qui, elle, est pleine d'air et elle est fermée par une membrane souple qui peut se déformer. Et on va la relier par une espèce de tuyau à un manomètre pour mesurer la pression. Et on va la plonger donc dans cette colonne de liquide. Voici le schéma. Et vous verrez, plus la capsule pleine d'air avec une fermeture, avec une membrane élastique va progresser vers la profondeur de la colonne de liquide, plus la membrane va se déformer avec la variation de la pression au fur et à mesure que l'on descend dans la colonne. Et donc, la capsule, on l'a fait descendre, etc. Voilà ce qui se passe au fur et à mesure que cette colonne va descendre. Et imaginez que ce soit une histoire de tympan. Le tympan est une membrane souple qui va avoir exactement ce type de déformation. Évidemment, sur le plan mathématique, on peut calculer la manière dont tout ça se passe et il y a des formules qui nous permettent de voir que c'est pratiquement proportionnel à la profondeur de l'eau, de la colonne de liquide. Plus on descend, plus ça augmente et on va avoir une plus grande déformation de la membrane qui est tendue au niveau de ce récipient plein d'air.
Alors, on obtient une courbe avec une formule mathématique qui nous permet d'avoir accès à toutes les informations avec lesquelles on peut comprendre pourquoi la déformation, elle se fait à ce niveau-là. Et on peut même calculer jusqu'où on peut aller pour être en deçà du point de rupture ou pour arriver au point de rupture. Ce sont des calculs mathématiques où je ne m'hasarderai pas à aller, mais que je vous donne au cas où l'un d'entre vous a envie d'aller plus loin. Donc, en conséquence, la pression du liquide est identique en 2 points à la même profondeur. La différence de pression entre 2 points d'un liquide dépend de la différence de profondeur entre ces 2 points. Donc, quand vous plongez, on voit bien que en fonction de la profondeur, la déformation reste telle qu'elle est puisque tous les points subissent la même pression. Plus vous descendez, plus la pression augmente et la déformation se fait au fur et à mesure et devient de plus en plus importante. Un autre élément qui est important à retenir, c'est lorsqu'on tient compte de ce qui se passe autour, dans l'environnement de ces liquides et de ces colonnes d'air et de ces corps qui sont exposés à ces pressions. On a une loi qui s'appelle la loi de Boyle-Mariotte qui nous spécifie qu'à température constante, pour une quantité de matière donnée de gaz, le produit de la pression par le volume de ce gaz ne varie pas. C'est-à-dire que la pression multipliée par le volume est égale à une constante si la température est constante. À partir du moment où on va jouer sur l'un des éléments, il va y avoir évidemment des variations. Si on augmente la température, on n'aura plus affaire à une constante dans le produit pression par volume. Par définition, quand on chauffe un gaz, il va prendre plus de place. Et donc, si on fait varier la température, on va jouer sur le volume. Alors du coup, le produit de la pression par le volume ne va plus être une constante. Mais retenir qu'à température constante, la pression multipliée par le volume d'un gaz ne varie pas. Et donc, le corps d'un plongeur, s'il est à température constante, le comportement des gaz va être le volume de ces gaz et leur pression va rester constante. Mais si on joue sur les températures, il va y avoir des variations. On le spécifie parce qu'on peut plonger dans des mers chaudes ou des mers froides. Et du coup, la préparation des mélanges de gaz qu'on va donner à ces plongeurs et la surveillance de leur progression dans les profondeurs ne va pas être la même si la mer est chaude ou froide, s'ils portent des vêtements de plongée ou s'ils plongent sans vêtements de protection, etc. Donc, tous ces éléments sont importants pour gérer la sécurité des plongeurs. Alors, la conséquence de ce qu'on vient de dire, donc à pression et température donnée, une quantité de matière donnée de gaz occupe un volume indépendant de la nature du gaz. Ce que l'on vient de dire est valable pour tous les gaz. La pression multipliée par le volume est égale à une constante. On peut parler pour les gaz du volume d'une mole ou le volume molaire. Tous les gaz ont le même volume molaire, bien sûr, dans les mêmes conditions de température et de pression. Et on verra qu'il peut y avoir quelques différences en fonction du type de gaz. Pourquoi? Parce que quand on prend des modèles mathématiques pour gérer l'ensemble des gaz, on prend par définition la référence comme un gaz parfait. Et tous les gaz ne sont pas des gaz parfaits. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques différences. Donc, la loi de Boyle-Mariotte est un modèle mathématique, comme je viens de vous le dire. Elle décrit correctement le comportement des gaz sous faible pression. Elle décrit le comportement du gaz parfait. Et donc, on devra tenir compte
de ses limites, si vous voulez. On a un modèle mathématique qui est en gros valable et il décrit bien une réalité, mais cette réalité est suspendue au fait que le gaz est un gaz parfait et tous les gaz ne sont pas des gaz parfaits. Alors, à cause de ces éléments-là, la température, le comportement sous pression, l'environnement, la manière dont on est habillé ou pas, il va y avoir des conditions pour, par exemple, la remontée d'un plongeur qui ne doit pas se faire n'importe comment. On dit qu'un plongeur doit absolument remonter lentement. Ce n'est pas juste pour lui faire perdre son temps, c'est parce qu'il y a des phénomènes, à cause de tout ce qu'on vient de dire, qui vont se passer dans son organisme et que s'il ne respecte pas les paliers de décompression, c'est-à-dire les paliers de remontée qui sont lents et progressifs, il va y avoir des problèmes avec les gaz qui se sont dilués dans son sang. Alors, on sait que l'air est constitué de 20% de dioxygène et de 80% de diazote. Ces gaz sont solubles dans le sang. C'est pour ça qu'on arrive à échanger, à continuer à respirer sous l'eau avec les systèmes qui sont adoptés. Et au cours de la plongée qui s'exerce sur le plongeur augmente avec la profondeur, exactement comme ce qu'on a vu avec l'expérience, et il en est de même pour celle de l'air qu'il respire. Donc, tout va être soumis à la pression. Le plongeur, comme ses organes, comme l'air qu'il respire. Cette augmentation de pression fait augmenter la solubilité des gaz dans le sang. Quand il y a une augmentation de la pression, on a plus de molécules de gaz qui vont se dissoudre dans notre sang. Et il peut vaquer à ses occupations. On a du gaz qui est dilué, qui ne pose aucun problème. C'est au moment où il commence à remonter et donc que la pression va diminuer que les gaz qui sont dissous dans son sang vont redevenir des gaz. Et quand ils redeviennent des gaz, il faut leur donner le temps de s'acheminer vers le parcours qui leur permet d'arriver jusqu'au poumon et d'être expirés. Ça ne se fait pas en 2 minutes, ça ne se fait pas en 3 minutes, ça se fait petit à petit en fonction de la profondeur à laquelle on est et on doit ainsi respecter les paliers pour pouvoir laisser s'éliminer tous les gaz qui ont été dissous dans notre sang et n'avoir aucune bulle une fois qu'on est arrivé à la surface. Le dioxygène devient toxique pour une pression supérieure à 1,6 bar et le diazote entraîne la narcose pour une pression supérieure à 5,6 bar. Ce sont 2 notions dont on doit tenir compte quand on fait les mélanges de gaz qu'on leur fait respirer à des plongeurs pour qu'ils ne soient ni dans la situation de se retrouver avec de l'oxygène qui devient toxique, ni avec de l'azote qui va entraîner une ébriété sous l'eau et faire n'importe quoi à un plongeur, voire s'endormir sous l'eau et se laisser couler, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on tient compte de ces éléments pour limiter la profondeur de plongée et donner les mélanges de gaz correctement fait avec une surveillance à la surface qui permet d'atteindre des profondeurs sans danger pour la santé du plongeur. Alors, on va détailler encore un petit peu en disant que lorsque l'on est en train de remonter d'une plongée, la pression va diminuer et le gaz dissous va devenir sous forme de bulles de gaz et donc on doit lui laisser le temps de s'évacuer. Si l'oxygène peut être consommé en partie par les cellules, l'azote, non. Il reste, on va réexpédier à l'extérieur la même quantité que celle qu'on a respirée. Et tout ça doit se passer lentement pour que le poumon puisse arriver à évacuer toutes les quantités qui ont été dissoutes. Alors, si on remonte rapidement,
et que le diazote n'a pas le temps de s'évacuer par le poumon, vous allez avoir des formations de bulles dans le sang circulant et ça peut aller boucher n'importe quel vaisseau et provoquer des embolies, en particulier des embolies pulmonaires. Et donc, il est impératif, absolument impératif, de respecter les paliers de décompression, c'est-à-dire les étapes une à une que doit respecter le plongeur pour remonter à la surface. C'est-à-dire qu'on le fait remonter de quelques mètres et on lui dit de s'arrêter. Et il doit rester là à respirer tranquillement pendant le temps qu'on lui communiquera. Ça peut être 2 minutes, ça va être 3 minutes, ça peut être 5 minutes. Tout dépend de la profondeur à laquelle il est allé et le nombre de paliers qu'il doit faire et le nombre de minutes à chaque palier pour permettre à toutes les bulles de gaz de s'évacuer par le poumon. Alors, il y a une influence évidemment de la pression sur la solubilité d'un gaz dans un liquide et il peut y avoir des conséquences si on ne fait pas attention à ces formules-là. On sait que, comme je l'ai dit il y a un petit moment, la solubilité d'un gaz dans un liquide augmente avec la pression. Vous avez l'impression que je me répète parce que c'est très important. Et à chaque fois qu'une notion est nécessaire pour aller plus loin dans l'explication de ce qui peut se passer à cause des variations de pression dans un corps, soit en altitude, soit en plongée, on revient à rappeler des notions importantes telles que le fait d'augmenter la pression, on augmente la solubilité d'un gaz. Cela explique l'apparition donc des bulles lorsque vous avez affaire à ce type de phénomène. Si vous avez dans votre frigo une bouteille d'eau gazeuse ou de boisson gazeuse, n'importe laquelle, une bouteille de Coca par exemple, ou de Sprite ou de ce que vous voulez, lorsque vous ouvrez la bouteille, vous avez des bulles qui viennent apparaître à la surface de la boisson, qui vont s'échapper. Elles étaient sous pression et elles étaient dissoutes dans le liquide. Si vous leur donnez une diminution de la pression en ouvrant le bouchon, elles vont remonter à la surface et se dégager. C'est ce qui explique donc dès l'ouverture d'une bouteille, l'apparition de bulles à la surface et qui vont s'échapper par le haut de la bouteille. Lors de l'ouverture, la pression du gaz est au-dessus du liquide et diminue, qui est au-dessus du liquide diminue, elle devient égale à la pression atmosphérique, donc beaucoup moins importante que celle qui a été appliquée à ce gaz pour se dissoudre dans votre eau gazeuse. Et ça, ils le font au niveau des usines qui fabriquent les boissons gazeuses. Ils mettent sous pression un gaz jusqu'à ce qu'il se dissout dans la boisson et ils ferment. Et donc, la boisson va contenir du gaz sous forme dissoute. Vous ne le voyez pas. Vous le verrez quand vous ouvrirez votre bouteille et la surface de votre boisson est soumise à la pression atmosphérique qui permet à un certain nombre de bulles de se dégager. Si vous laissez suffisamment longtemps votre bouteille ouverte, au bout d'un certain nombre de minutes, voire d'heures, en fonction de la quantité, vous aurez une boisson plate. Il n'y aura plus de gaz. Ça, vous l'avez remarqué. Est-ce que vous l'avez remarqué avec vos boissons gazeuses dans le frigo? Et d'ailleurs, il y a certaines personnes, j'en ai dans mon entourage, qui, quand ils se servent d'une grande bouteille, essayent de diminuer la surface du liquide qui reste avant de fermer. Et ils cabossent, si vous voulez, ils exercent une pression sur la bouteille en plastique pour la déformer, pour diminuer la surface, pour ne pas qu'il y ait de dégagement du gaz restant, pour que la qualité de la boisson gazeuse reste bonne à reboire un peu plus tard. Sinon,
la colonne de vide que vous laissez, ce n'est pas du vide. Et il y a des échanges entre les deux surfaces. Il y a une partie du gaz qui va s'échapper jusqu'à saturation du volume que vous avez laissé, et vous trouverez moins de gaz dans une boisson qui est restée plusieurs heures, voire plusieurs jours, entamée mais pas terminée. C'est des expériences que vous pouvez refaire si vous ne les avez jamais fait. C'est amusant. Donc, comme la pression diminue, la quantité de gaz dissous doit diminuer et les bulles apparaissent, le gaz quitte la boisson. Dans les cas du plongeur, lors de la remontée, la pression diminue, il se produit exactement le même phénomène. Et si vous ne faites pas attention au palier, eh ben, ces bulles de gaz vont aller boucher quelques vaisseaux. Il faut donc respecter les paliers de décompression pour pouvoir éliminer l'excès de diazote dans les poumons et aussi l'excès de dioxygène, même si une partie est restée dans les cellules, il y a quand même une partie qui peut revenir sous forme de gaz. Lors de la remontée du plongeur, les bulles de gaz se forment dans le sang. Elles sont éliminées par la respiration si la remontée est lente. En cas de remontée trop rapide, elles peuvent se bloquer au niveau des veines, du cerveau ou du cœur. C'est l'accident de décompression. Vous venez d'avoir la description de l'accident de décompression. C'est une bulle de gaz qui va aller se loger dans un des vaisseaux et l'organe concerné va souffrir. Et c'est comme ça que il faut rapidement emmener les gens dans des caissons de décompression pour pouvoir les traiter et redissoudre toutes les bulles et leur faire les paliers dans un caisson de décompression. La solubilité d'un gaz dans un liquide dépend de la pression du gaz au-dessus de ce liquide. Lorsque la pression augmente, la solubilité augmente. Là, je suis en train de vous donner au cas où mon explication ne vous a pas convaincu. Lorsque la pression augmente, la solubilité augmente, et lorsque la pression diminue, la température et de la pression. Souvenez-vous, si on augmente la température, le volume augmente, et donc la fameuse constante disparaît de la multiplication de la pression par le volume. La solubilité se diminue lorsque la température augmente. Donc tout ça, ça veut dire que l'environnement du plongeur doit aussi être pris en compte si on veut que les choses se passent en toute sécurité. Lors d'une plongée, le dioxygène et le diazote de l'air sont d'autant plus dissous dans le sang que la pression est importante. Ça va de soi. Le dioxygène est consommé par le corps humain, le diazote ne l'est pas. Ça, c'est des remarques que je vous rappelle, même si elles ont été dites tout le long de cet exposé. Il peut se former des bulles dans le sang lors de la remontée. Ça, c'est vraiment les éléments qui sont la conclusion de tout ce qu'on vient de voir comme formule ou autre loi, etc. Il peut se former donc des bulles dans le sang lors de la remontée. Lors de la remontée trop rapide, la pression diminue brutalement et il se forme des bulles de gaz dans le sang. Ces bulles peuvent bloquer la circulation du sang et léser des organes vitaux. Afin d'éviter la formation de bulles, le plongeur doit remonter lentement et effectuer des paliers de décompression. Voici l'exemple un extrait d'une carte de plongée dans laquelle il faut respecter ce qui a été indiqué au plongeur qui est allé à 40 mètres, par exemple, de profondeur. S'il y a quelqu'un qui a quelques connaissances dans la marine, puisque les principes de base sont des principes tirés de toutes les lois de la physique dont on vient de faire un rappel. Alors, si vous plongez à 40 mètres,
en fonction de la durée de votre plongée, vous devez respecter les paliers qui sont donnés. Alors, si vous êtes resté 10 minutes, si vous êtes resté 10 minutes à 40 mètres, vous devez remonter jusqu'à 3 mètres et attendre pendant 2 minutes avant de faire les 3 derniers mètres. Est-ce que c'est clair? Parce que après, vous appliquez la même chose en fonction du nombre de minutes où le plongeur est resté à 40 mètres. S'il est resté 20 minutes, il va remonter jusqu'à 6 mètres où il va attendre pendant 1 minute. Ensuite, il va remonter jusqu'à 3 mètres et rester 9 minutes avant de faire les 3 derniers mètres. Et ainsi de suite. Si on prend 60 minutes, par exemple, il est resté à 40 mètres pendant 60 minutes. Il va remonter jusqu'à 9 mètres et rester pendant 8 minutes. Puis remonter jusqu'à 6 mètres et rester 29 minutes. Ensuite, remonter jusqu'à 3 mètres et rester 57 minutes. Pour ensuite faire les 3 derniers mètres. Vous voyez que le temps de remontée est bien plus grand que le temps qu'il a passé à 40 mètres. C'est le temps qu'il faut pour que toutes les bulles de gaz qui ont été formées au fur et à mesure de la remontée puissent être dégagées. Vous allez me faire une remarque. Vous la voyez, la remarque que je vois venir? Je ne sais pas si c'est ça, mais je me demande qu'il va sous 40 mètres, par exemple, si on est 40 mètres, 9 durée de 60 minutes. Donc, il va remonter tel 9 mètres, ça veut dire qu'il a déjà parcouru 31 mètres. Oui. Jusque-là, les bulles ne vont pas poser de problème. Elles vont se former au fur et à mesure. Et il va attendre les 8 minutes pour en dégager la plus grande partie. D'accord. Ensuite, donc plus on s'approche de la hauteur, en fait, c'est là où ça devient assez critique. Et pourquoi? Parce que plus on se rapproche de la surface de l'eau, plus vous allez passer pratiquement de 2 bars, je crois, de 2 bars à 1 bar. C'est-à-dire que vous allez diviser par 2. Les 3 derniers mètres, c'est là où on divise la pression pratiquement par 2. Et c'est la partie la plus dangereuse. Pour ça, c'est là où on reste le plus longtemps. Ce que je voulais que vous remarquiez, c'est que avant de faire les 3 derniers mètres, c'est là où on reste le plus longtemps. On reste le plus longtemps parce qu'en fait, on va passer de 2 bars à 1 bar. C'est-à-dire qu'on va diviser par 2 la pression à laquelle le corps va être soumis. Alors que les remontées de 10 mètres en 10 mètres, on enlève un seul bar. Mais quand vous arrivez presque à la surface, ça devient la moitié. Alors qu'avant, ça n'était pas la moitié, c'était un bar sur 5 ou sur 4. Tout dépend de 40 mètres, vous êtes à 5 bars, normalement. Si j'ai bien retenu ma leçon. Puisque tous les 10 mètres, on ajoute un bar. Comme on démarre à un bar, les 10 premiers mètres, on est à 2 bars. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la différence de pression est plus importante dans les 3 derniers mètres et la surface de l'eau. D'accord. C'est pour ça qu'elle est plus dangereuse. Et donc, on reste plus longtemps à dégager les dernières bulles, parce que si on les fait rapidement, les 3 derniers mètres, on va remonter avec plein de bulles encore au niveau du corps, et la diminution de la pression est tellement importante qu'il va y avoir un rush de bulles gazeuses qui vont aller se nicher un petit peu partout.
Donc, l'application de ces règles, en fait, si je vous avais montré ça, vous auriez peut-être plus vite compris. On démarre à un bar, ensuite, tous les 10 mètres, on ajoute un bar. Vous voyez, par exemple, qu'à 20 mètres, vous êtes à 3 bars, alors que dans les 3 derniers mètres, vous êtes encore à 2 bars, puisque vous êtes… Et donc, vous allez diviser par 2 tout de suite la pression. C'est ce que j'essayais d'expliquer. Alors, je retourne à l'application. Dans le système pression-profondeur, le schéma donc provenant d'un manuel de plongée, il donne la pression de l'eau pour quelle profondeur. C'est ce que je viens d'illustrer avec le tableau de l'extrait de la carte française. Et donc, on donne une relation permettant de déterminer la pression en fonction de la profondeur. La pression de l'eau s'ajoute à celle de l'air. On ajoute un bar tous les 10 mètres. Et c'est pour ça que les 3 derniers mètres sont là où on divise pratiquement par 2 la pression, alors qu'avant, on diminuait un bar tous les 10 mètres, tel que c'est mis dans cette figure. La valeur de la pression augmente avec la profondeur. Entre 0 et 10 mètres, on passe de 1 bar à 2 bars. Et dans cette zone que les variations de pression sont les plus importantes. C'est exactement ce que j'expliquais. Et il y a un petit moment, c'est plus clair avec le schéma? Oui. Le deuxième schéma? Voilà. Alors, en conclusion, ce sont là les principes de base qui vont nous servir pour le chapitre suivant. Sur le travail en milieu hyperbar et les affections dues au travail en milieu hyperbar. On a introduit ainsi des pistes qui vont nous permettre d'identifier tout ce qui peut se passer sur le plan physiopathologique et qui vont nous permettre de mettre toute la sécurité du côté des travailleurs qui doivent exercer leur métier, leur activité dans ces systèmes-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des plongeurs, si vous avez eu l'occasion de voir comment on appelle ça, un caisson hyperbar, soit dans le cadre de la médecine, soit dans le cadre du suivi des plongeurs. Dans le cadre de la médecine, on l'utilise pour les traitements. Il y en a 2 ici au niveau d'Alger et un au niveau d'Oran, qui peuvent prendre en charge des travailleurs qui ont pu avoir des accidents de plongée, par exemple. Est-ce que معنا واحد من رويبة ياك؟ Il y a un collègue de Ruiba avec nous. Non, ils n'ont pas pu se connecter les 2. C'est dommage. Alors, je vais contacter nos collègues de Ruiba. Comme ça, on va essayer d'organiser une visite au caisson hyperbar qui se trouve chez la protection civile à Dar el Beida. À chaque fois, on a organisé la visite avec notre collègue médecin du travail qui exerce au niveau de la région de Dar el Beida. Elle a sous sa responsabilité la protection civile, la direction générale de la protection civile de Dar el Beida. Et il y a des médecins, des ingénieurs là-bas qui nous font une très belle explication et ça fixe les idées. Donc, quand on aura fini avec les 2 chapitres suivants, mardi prochain et le mardi suivant, on organisera cette visite. Inch'Allah, parfait. Inch'Allah. Vous avez des questions à poser? Non? Non, merci. On va le digérer. Oui, il faudra relire. Je vais vous envoyer le PowerPoint tel qu'il est. La référence, c'est l'EMC et quelques autres documents. Mais là, c'est vraiment, j'ai essayé de simplifier au plus vite parce que j'ai été obligée d'aller dans des cours de physique pour comprendre, des cours de physique de seconde, hein, il faut replonger dans ça. Vraiment, les cahiers d'écoliers, il y a plein de choses qui sont sur Internet par rapport au travail en milieu hyperbar, les différents types
de plongée, les différents types de matériel, etc. J'ai tellement consulté qu'on s'est mis à m'envoyer des pubs de moteurs, de tenues, etc., en croyant que j'étais un plongeur moi-même. Et donc, voilà, c'est passionnant, c'est vraiment tout un monde. Je vous enverrai le PowerPoint tel qu'il est. N'hésitez pas à consulter sur Internet, il y a plein de choses. Prenez s'il y a des définitions de mots qui vous échappent. J'avais fait des copies papier de plein de documents que j'avais donnés quand je faisais le cours en présentiel. Je peux les retrouver, ils sont au niveau de mes archives à l'hôpital. Je pourrais aussi les mettre à votre disposition. Et on se verra mardi prochain si vous n'avez pas de questions. Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. D'accord. Donc, on a 2 camarades qui ont eu des empêchements. 3, 2, 2. 2 normalement. Très bien. Passez un bon reste d'après-midi et à bientôt. Merci, Merci professeur également. Ida. Au revoir. Merci. Au revoir.